Bonjour tout le monde à ce webinaire TEDFAD e-Tech, le deuxième de la saison. Et puis aussi le deuxième aussi avec Serge, Serge Gérin-Lajoie, professeur à l'Université TELUC en formation à distance, un de mes collègues. Donc, ça me fait plaisir là, de vous présenter sa conférence qui se nomme, excuse-moi, j'avais ouvert la page, mais il va falloir que je me coupe au montage. J'ai ça ici. T'as pas changé ton titre de conférence? Non? OK, donc j'ai ça ici. Donc, le webinaire s'intitule La recension systématique de la littérature, une clé pour l'utilisation. Donc, Serge est vraiment notre spécialiste là, en méthodologie de revue de littérature. Donc, c'est vraiment intéressant qu'il puisse, là, dans un format webinaire, là, expliquer les grandes lignes, puis aussi donner des outils pour faire une revue de littérature, mais aussi pour bien comprendre comment bien chercher, puis comment trouver de l'information qui est pertinente. Alors voilà, Serge, le micro est à toi. Merci beaucoup, docteur Plante et non planté. Bon, je vais partager mon écran. Faut pas que je me trompe d'écran. Voilà. La recherche documentaire systématique, une clé pour l'utilisation des données probantes en éducation. Merci beaucoup d'être là. Attendez, faut pas que je me trompe. Euh, ce que je vous propose aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les différentes notions parce que vous allez voir, tout est imbriqué, c'est-à-dire la notion de recherche documentaire. Puis je voyais tantôt, il y a des étudiants de premier cycle aussi. Vous allez voir, qu'est-ce qu'on entend par recherche documentaire. On entend souvent parler de recension des écrits ou revues de littérature. C'est des termes qu'on entend et que je voudrais qu'on prenne un peu le temps de s'y arrêter. Je vais aller un petit peu plus loin aussi avec la revue de littérature systématisée et même la revue systématique de la littérature. Vous allez voir qu'il y a une petite différence entre les deux. Puis, je vais vous montrer un processus qui pourrait nous aider dans le domaine de l'éducation à systématiser la recherche documentaire. Donc, vous allez voir, c'est souvent revue systématique, recherche documentaire. On va essayer de clarifier les choses, mais ce que je veux surtout faire avec vous, c'est de vous donner des outils, puis nous donner des outils pour que dans le domaine de l'éducation, on puisse aller plus loin, puis bien travailler. Donc, qu'est-ce que c'est que la recherche documentaire? Il y a M. Tête qui a défini ça comme étant un ensemble de méthodes, procédures et techniques ayant pour objet de trouver des références de documents pertinents. Bon, je pense que je vous apprends rien avec avec cette notion-là. La recherche documentaire, elle peut être plus ou moins longue, elle peut être plus ou moins systématique, puis elle peut être plus ou moins rigoureuse. Donc, c'est un peu des caractéristiques de la recherche documentaire qu'on voudrait faire. Est-ce que vous voyez bien, j'ai pas pris le temps là, est-ce que vous voyez bien le partage? Oui, ok, je viens d'avoir un petit pouce. Je sais pas pourquoi, là, j'ai plus Ah, voilà, je cherche le clavardage. Donnez-moi une seconde. OK. Comme ça, je vais pouvoir voir. N'hésitez pas à poser des questions là, dans le clavardage. Puis Mélanie qui a écrit, est-ce qu'on va recevoir une copie du support partagé suite à la conférence? Tout à fait. Ça me permet de le dire. Sur le site TEDFAD, va se retrouver l'enregistrement de la conférence et ainsi que le diaporama qui a été utilisé. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Euh, Si on revient à la recherche documentaire, voyez-vous, c'est différents types de travail qui peut être demandé. Ça pourrait être tout simplement une question, on voudrait répondre à une question en développement, donc on aurait besoin d'aller chercher de l'information. C'est assez de base, mais ça pourrait très bien se faire. Ensuite de ça, est-ce qu'on fait un compte rendu? Est-ce qu'on veut faire un rapport technique? Puis à un moment donné, on peut aller plus loin avec un essai, une étude de cas, une dissertation. Essai et dissertation se ressemblent beaucoup, puis un travail de recherche dans le cadre d'un mémoire ou même d'un essai complet dans un programme d'études, ça demande une recherche documentaire qui va être beaucoup plus élaborée. Ensuite de ça, il y a une question de délai de réalisation. Est-ce qu'on fait ça au début d'un trimestre, à la fin d'un trimestre ou, comme dans le cas d'un essai ou d'un mémoire, sur plusieurs trimestres? Puis, je dis essai-mémoire, mais ça pourrait être aussi un doctorat aussi. Donc, ça ne se fait pas en un après-midi, ni un trimestre n'est pas suffisant. Il y a selon le cycle d'études aussi, donc plus on va vers des études de deuxième et troisième cycle, plus la recherche documentaire est importante. Donc, c'est des habiletés qu'on doit maîtriser. On ne peut pas faire des travaux sans savoir, sans faire de recherche documentaire.
Et il y a aussi la production de données, c'est-à-dire que si on est dans une question en développement, on pourrait peut-être plus facilement utiliser des sources tertiaires, c'est-à-dire que c'est des sources, des citations de citations ou des documents qui résument des éléments. Par contre, quand on s'approche d'un travail de mémoire de doctorat, ben, on demande de toujours retourner aux sources primaires. Donc, au lieu de dire, comme le dit, comment je pourrais dire, citer un auteur qui aurait cité l'auteur d'origine, il y a un risque qu'il y ait une dérive ou que le travail n'a pas été bien fait par les seconds auteurs. Donc, on demande aux étudiants de retourner à la source primaire, même si cette source-là dépasse 5 ans, 10 ans ou même plusieurs décennies dans certains cas. Quand on a accès, c'est encore mieux d'utiliser la source primaire. Donc, une recherche documentaire, ça sert à répondre à une question, réaliser un travail. On peut la faire aussi à partir des documents qui sont suggérés dans le cours. On peut la faire, on peut faire le travail d'identifier des articles scientifiques dans un moteur de recherche, ce qu'on voit souvent, là, notamment Google Scholar, il y a aussi Scopus et d'autres outils comme ça, où on peut aller aussi dans une base de données. Par exemple, en éducation, on va travailler avec la base de données ERIC érudits, Cairn et ainsi de suite. Et on peut aller aussi chercher des documents, des statistiques et des documents d'opinion d'experts. Donc, un rapport rédigé par un ou plusieurs experts dans un domaine, ça pourrait être des documents qui vont alimenter notre recherche documentaire. Il y a plein d'autres sources, je vais y revenir. C'est un petit travail, dans le fond, de quelques heures de travail. Autrement dit, si on a une question à répondre dans un cours, ben, on peut aller fouiller rapidement pour trouver les réponses à cette question-là sans faire une recherche documentaire très, très élaborée. Quand on fait une réalisation d'un essai, de mémoire d'une thèse ou d'un projet de recherche plus complet, on va chercher à explorer les différentes idées qui sont véhiculées. Autrement dit, quels sont les travaux qui ont déjà été faits dans le sujet, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, quels sont les résultats qui pourraient être contradictoires, quelles sont les deux, trois façons d'aborder cette question-là. Donc, on va jouer sur plusieurs plans. Donc, on a besoin d'aller lire davantage sur tous ces plans-là. Et on a une nécessité, dans ce cas-là, d'essais, mémoire et thèse, d'identifier des principaux travaux scientifiques qui sont liés à l'objet de recherche. Donc, notamment, on va se poser la question, est-ce qu'il existe déjà des recensions des écrits? Est-ce qu'il y a des revues systématiques de la littérature qui ont été faites sur ces questions-là? Et par documents scientifiques qu'on cherche, on va chercher à utiliser des documents, des textes scientifiques dans des revues publiées et qui ont été revus par les pairs. Ça, c'est pas un gage de- de qualité suprême, ces documents-là, sauf que, vous allez voir, c'est les documents sur lesquels on peut se fier, on a une très bonne probabilité de pouvoir se fier. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, on parle de quelques semaines et de mois de travail, donc c'est un travail qu'on fait en continu. Euh, une chose qui est importante de comprendre, c'est que toutes les sources documentaires ne sont pas équivalentes du point de vue scientifique. Donc, on a des actes de colloque, vous avez peut-être déjà vu. Donc, c'est des résultats de recherche récents. Donc, ça peut être intéressant de savoir ce qui est tout nouveau, là, tout chaud, tout beau, ce qui est peut-être innovant dans les actes de colloque. C'est un bon endroit pour les trouver. Il y a les articles de revues scientifiques professionnelles, vulgarisation et populaire. Ben, il faut faire attention, ce ne sont pas parce qu'on dit que c'est un article de revue que cet article de revue-là, tous les articles sont revus par les pairs. Donc, ça, c'est un critère qui va nous aider à avoir de la scientificité dans nos sources. Un livre, ça peut être un ouvrage de référence, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous lisez le livre sur le cycle de Kolb, écrit par M. Kolb lui-même, ben, c'est son point de vue à lui, sauf que c'est un point de vue qui est très crédible. Par contre, si c'est un ouvrage, je sais pas moi, de la personne, d'un auteur qui fait pas un essai, mais qui essaie explique sa pensée, il y aura peut-être une bonne reconnaissance de cette personne-là dans le domaine, mais ça reste que c'est sa pensée à lui. Voilà. La même chose avec des rapports ou des documents. Je sais pas si il existe des documents scientifiques, pas scientifiques, mais des rapports qui sont demandés à des scientifiques. Mais ces rapports-là ont toujours des orientations, c'est l'ensemble des opinions d'experts. Comment je pourrais dire ça? Il y a souvent un biais ou une orientation globale qui est donnée. Par exemple, si vous demandez à des économistes de l'Institut, j'oublie son nom, là, mais
tu sais, un institut d'économie qui aurait peut-être des politiques plus à droite, mais leur rapport va toujours être orienté vers ce que l'institut veut. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais il y a une orientation. Si vous demandez à un syndicat de faire une recension des écrits sur les problématiques ressenties par les enseignants, bien, il y a de fortes chances qu'ils vont identifier davantage les problématiques liées qui peuvent faire l'objet de revendications syndicales. Fait que vous comprenez? Il faut faire attention avec ça. Ce ne sont pas des mauvais documents, mais il faut les prendre avec un peu de relativité. Et finalement, il y a les thèses et les mémoires qui vont constituer ce qu'on appelle la littérature grise. Donc, ce ne sont pas des publications scientifiques, mais c'est des documents qui ont un processus dans le cadre pédagogique, qui a une revue par les pairs ou par la direction de thèse et de mémoire. Donc, ça a une certaine crédibilité, puis ça peut notamment aider à trouver des idées récentes. Voilà. Euh, je fais une petite mention, attention aux documents provenant des internets, c'est-à-dire que il y a beaucoup de ces documents-là puis il y a beaucoup de littérature qui existe avec les plateformes Internet et qui vont faire un travail de recenser, mais des fois, ça a une apparence de documents scientifiques. Je vous donne un exemple. Si moi, j'ai fait un article, une proposition d'article que je soumets à plusieurs revues et ce n'est pas publié, il s'est refusé parce que les pairs considèrent pas que c'est du travail de qualité, mais je pourrais le déposer dans mon pas Google Scholar, mais dans le portail ResearchGate. Et là, Google Scholar viendrait le recenser. Et ça aurait l'air d'un article ou un article qui n'a pas été encore publié, mais si on s'y arrête rapidement, on s'y arrête pas comme lecteur, on aurait l'impression que c'est un article qui est crédible parce que ça a la forme d'un article et ça a été, on dirait un article qui a déjà été publié ou qui est en voie d'être publié. Mais il l'a pas été, donc. Vous comprenez? Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on trouve sur Internet. Voilà. Mais il y a des façons de s'en prémunir. Je vous donne ici le site Infosphère de l'UQAM a développé une espèce de thermomètre là, qui est vraiment intéressant. Ce qu'on voit en haut, les publications scientifiques, les publications savantes, ça, c'est des sources fiables pour la recherche documentaire. Donc, articles scientifiques, mémoires et thèses, et des maisons d'édition de presse universitaire ou des chapitres d'édition scientifique. Donc, il existe des maisons d'édition qui se spécialisent dans des ouvrages qui sont revus par les pairs. Ensuite de ça, une source avec une autorité, une personne autrice, plus un éditeur reconnu. Donc, les actes de colloque, je vous en parlais tout à l'heure, c'est un petit peu moins fiable que les autres, mais ça peut être utile. Ensuite de ça, on a des archives. Voyez-vous, on a ce qu'on trouve dans les dictionnaires, les encyclopédies. On descend en bas, des documents audio, balado. euh, Par des maisons de production traditionnelles. Il faut faire attention avec ça. Qu'est-ce que c'est qu'une maison de production traditionnelle? Je ne pourrais pas dire. Livre manuel, voyez-vous, c'est beaucoup plus loin, plus bas. Ensuite de ça, des publications gouvernementales. Fait que voyez-vous, c'est un peu moins fiable. Il faut faire attention parce qu'il y a peut-être des biais ou des orientations qui sont véhiculées par ces outils-là. Source à évaluer, si on descend un peu plus bas, source dont le public visé n'est pas universitaire. Donc, si vous utilisez des articles de journaux, des médias traditionnels, des articles de vulgarisation, des communiqués de presse, ce sont des documents qui ne sont pas inintéressants, mais ce ne sont pas des documents qui vont faire sur lesquels on peut s'appuyer en disant c'est rigoureux sur le plan scientifique. Voyez. Il y a article de Wikipédia, je vais y revenir un peu plus dans la prochaine diapo. Puis il y a des sources pour lesquelles une évaluation est essentielle. Donc là, il faut vraiment se poser la question. Donc, si on utilise un document audiovisuel, qui est un média qui est pratiquement inconnu, là, on sait maintenant que sur l'Internet, entre autres, là, il y a des sites de nouvelles qui annoncent toutes sortes de choses, mais qui ont aussi de très fortes orientations, de l'information produite à partir de l'intelligence artificielle, des pages web, des sites web, des blogs. Donc, ça a beaucoup moins de valeur, de crédibilité sur le plan scientifique, même si les auteurs qui le font peuvent avoir une apparence de crédibilité. Il faut quand même prendre ça avec des pincettes. Puis finalement, il y a des publications sur les réseaux sociaux. Et vraiment, dans les sources à éviter, articles ou pages web provenant de médias alternatifs,
conspirationnistes, articles scientifiques ou chapitres de livres publiés par des éditeurs prédateurs. Donc, il existe des maisons d'édition et des revues qu'on appelle des revues prédatrices, là, que l'auteur a juste à envoyer son texte et un chèque et son texte va être publié et puis la revue s'occupe de dire que c'est une revue scientifique. Vous comprenez un peu la fausseté. Voilà. Puis finalement, les fausses nouvelles diffusées de différentes formes. Donc, c'est des sources à éviter. À moins qu'on s'intéresse à ces médias-là, mais encore là, pour les analyser, il faudrait les analyser avec des outils ou des façons de faire qui auraient été éprouvées. Voilà. Puis en bas, il y avait la petite note sur Wikipédia. Citer en contexte universitaire, citer Wikipédia est une mauvaise pratique car les personnes autrices sont inconnues, mais il est possible de citer les sources des articles si elles sont fiables selon la présente hiérarchie. Ici, on a un bel exemple de citation secondaire ou tertiaire, c'est-à-dire que Wikipédia peut être une bonne porte d'entrée pour aller lire, mais il y a des sources qui sont normalement dans les références en bas d'un article donné. Donc, creuser dans cet article à partir de ces références-là serait une meilleure pratique que de citer Wikipédia directement. Voilà. Donc, dans cet écosystème de documents, de traces d'informations, il faut être rigoureux et ce que où je m'en vais, c'est vers la revue de littérature systématique qui est peut-être une façon là, qui est une façon qui va être utile, qui je pense va vous être utile dans le cadre de vos études. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à utiliser le clavardage, là, soyez n'hésitez pas. Ben justement, c'est le moment, c'est là que ça me permet de boire. Ça va jusqu'à date? Y a-t-il des petits pouces? J'ai pas été trop ambigu dans ce que je dis. Bon, excellent, je vois les pouces qui apparaissent. Euh, Recension des écrits ou revue de littérature. Recension des écrits, c'est une recherche documentaire pour répondre à une question, explorer un sujet. Par contre, une recension des écrits, ce qu'on peut rapidement se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de norme uniforme de façon de faire une recension des écrits. Il n'y a pratiquement aucune explication sur le parcours de recherche. C'est un peu quelqu'un qui titulerait dans son mémoire recension des écrits. C'est comme voici ce que j'ai trouvé en cherchant, mais je peux pas vous le dire exactement comment j'ai fait. Moi, ce que je parle de recherche documentaire en boule de neige, ben j'ai trouvé cet article-là. Il citait deux, trois auteurs. Je suis allé voir ces deux, trois auteurs-là. Eux en ont cité d'autres. Donc, je suis allé voir, puis à un moment donné, j'ai vu que j'avais pas mal fait le tour des références qui portaient sur mon sujet, puis je pense que j'ai fait une bonne recension des écrits. Difficile à répliquer, difficile à refaire, puis difficile d'être très clair à savoir si ça a couvert l'entièreté du sujet traité. Euh, Revue de littérature systématisée, ben c'est là que on va un peu plus loin, c'est-à-dire une revue de littérature systématisée, c'est une approche méthodique, claire et duplicable qui vise à identifier, juger et condenser l'ensemble des travaux réalisés et publiés par des chercheurs, académiciens et professionnels. Donc, voyez-vous, là, il y a clairement une méthode qui doit être suivie et ça doit être une méthode qui s'appuie sur des informations crédibles. Donc, on vise presque exclusivement les articles scientifiques. Donc, ce que je viens de dire, il y a une méthode, c'est clair et c'est duplicable. Ça, c'est l'autre élément, c'est-à-dire qu'on peut refaire ce processus-là sans aucune crainte et en se disant, ben, OK, j'arrive à peu près au même résultat. Donc, la recherche documentaire, ce que je vais parler tout à l'heure, c'est l'étape qui va précéder la revue. Puis les revues, là, il y en existe une ensemble, là. Fait, il y en a plein, là. Puis dans le domaine de l'éducation, il n'y en a pas beaucoup d'utilisés, mais voyez-vous, dans d'autres domaines, là, on va parler d'une revue de revue, une revue rapide, revue de méthode mixte, une méta-analyse, méga-analyse, ça, on voit ça des fois, revue critique. On va voir revue de littérature, recension des écrits, recension de la littérature, survol des connaissances. Voyez-vous, ça, c'est tous différents types de revues qui peuvent être faits. Mais c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup en éducation. Mais tout ça s'appuie sur une recherche documentaire. Je viens de voir Dominique Lambert. J'ai cité Wikipédia car je cherchais l'explication claire du jeu du solitaire patience, comme coquille général. En vue de concevoir un jeu à partir de celle-ci. Ben ça, c'est correct, là. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je pense pas que quelqu'un pourrait dire ah, t'as pas cité la bonne source de celui qui a inventé le jeu solitaire. Il faut voir, c'est comme dans le contexte, là, Dominique, ce que tu as fait.
c'est correct. Par contre, si tu dis, je voudrais citer une étude qui regarde comment les gens se comportent dans le jeu du solitaire, c'est ça. Ben, Patrick vient de le dire. Dans une mise en contexte, citer Wikipédia, c'est bien, mais si on veut en faire un travail scientifique, il va falloir aller un peu plus loin. Donc, si je reviens à la diapositive, recherche documentaire, c'est le travail qui doit être fait avant de faire une revue. Tu sais, il y en a un autre ici de type de revue, là, voyez-vous, quelqu'un qui avait recensé, là, il y en a qui disent qu'il y a 9 types de revues, là, Barnett, Page et Thomas, mais il y en a d'autres, par contre, si on va à Kastner et Hall, eux, ils distinguent 25 formes de revues différentes. Donc, voyez-vous, là, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Je vous épargne, mais vous comprendrez qu'il y a beaucoup c'est justement, il y a plusieurs types de revues qui peuvent être faits, mais toutes ces revues-là s'appuient sur un processus de recherche documentaire. Euh, Faire une synthèse ou une recherche, ben, voyez-vous, pour arriver à faire la revue de littérature, Richard propose de dire, ben, tu peux faire une revue de littérature, ce qu'on voit assez couramment, c'est une première étape avant de faire de la recherche primaire, puis on va essayer de trouver des publications revues par les pairs. Puis ensuite de ça, si on va aller beaucoup plus loin, on va aller plus loin, on va faire une revue de littérature systématisée. Fait que là, c'est pratiquement une forme de recherche distincte, là. C'est comme une recherche sur la recherche. Et ce qu'on veut chercher à faire quand on va à ce niveau-là, c'est qu'on cherche à réduire les biais, avoir une idée de transparence, de reproductibilité et finalement de viser, avoir une visée systématique. Sophie demande justement, est-ce que c'est publiable en éducation quand c'est systématisé, mais pas systématique? Donc, faites dans les règles de l'art avec toutes les ressources humaines. Exemple, une revue faite selon la procédure officielle de revue dans laquelle cadre d'une recherche doctorale où l'étudiant n'avait pas accès à deux personnes super importantes. C'est un bon point, Sophie. Euh, je pourrais pas dire, on n'est peut-être pas encore rendu là, mais on peut tendre vers ça. Il y a peut-être une façon de s'en sortir là, en faisant des rapports de processus de recension. Voilà. Puis je vais y arriver tout à l'heure, Sophie. Ce que je disais, faire une synthèse ou une recherche, c'est comme deux niveaux. Synthèse, c'est peut-être ce qu'on fait dans les travaux de premier cycle. Quand on arrive au deuxième cycle, puis on veut faire un essai ou un mémoire ou une thèse, on a peut-être tendance on aurait intérêt à tendre vers une revue de littérature systématisée, justement parce que ça nous donne un processus qui est solide, réplicable et avec lequel un travail de recherche qui est beaucoup plus complet. Est-ce que c'est le summum? Non, il existe même la totale qu'on voit, mais qu'on ne voit pas en éducation, mais qu'on voit dans le système de la santé. C'est la revue systématique de la littérature, c'est-à-dire Sacé et Lessard vont dire, revue systématique de la recherche consiste à un ensemble de procédures formelles pour réunir différents types de preuves de manière à établir clairement ce qu'on sait d'une méthode et comment elle a été établie. Donc, on va vraiment beaucoup plus loin. Les visées et approches s'inscrivent dans le courant des EBP, Evidence-Based Educations, donc l'éducation fondée sur les évidences là, ou les données probantes, qu'on pourrait dire, est une approche des pratiques et des politiques éducatives qui préconisent que celles-ci doivent être fondées sur les données les plus probantes produites par la recherche. Autrement dit, ce courant de pensée-là qui existe en éducation, dire on devrait former les enseignants et on devrait demander aux enseignants d'enseigner avec des pratiques qui sont appuyées par les données de la recherche, puis que c'est des pratiques probantes. On viendra avec cette notion-là de données probantes, là, mais c'est l'idée de dire on permet pas aux gens de faire n'importe quoi. Si on veut que les élèves réussissent, il faut que les pratiques pédagogiques utilisent des pratiques qui ont montré leur effet sur la réussite et l'apprentissage et que ça a été démontré par des études scientifiques. Voilà. Euh, il y a l'équivalent dans le domaine de la santé, c'est-à-dire qu'il y a deux fondations, là, le Cochrane Library puis Campbell Collaborations. C'est deux organismes qui sont spécialisés dans les revues systématiques de la littérature. Donc, eux, là, c'est leur travail.
Et c'est souvent sur c'est sur ce travail-là où leurs approches que va utiliser va travailler l'INES, là. Il y a l'Institut national en santé, soins santé, je me souviens pas l'acronyme, là, mais c'est comme l'Institut d'excellence en santé, dans le domaine de la santé. Et eux, pour eux, c'est une approche de synthèse de données scientifiques qui sert à repérer, à évaluer et synthétiser les preuves scientifiques qui permettront de répondre à une question de recherche spécifique de façon systématique et explicite. Bon, là, c'est du grand jargon, là, mais comprenez que si demain matin, on dit on a un trouble X, le médecin, qu'est-ce qu'on peut dire au médecin sur les approches qui peuvent être utilisées? Mais c'est quelles sont ces approches-là et quels sont les résultats, quelles sont les études qui ont été faites là-dessus? Bon, pour un problème X, il y a peut-être la réponse A qui marche à 90% du temps avec tous les gens qui ont cette problématique-là, mais il y en a peut-être deux, trois autres approches qui peuvent être utilisées puis qui ont peut-être des données, ou même il y a peut-être des cas où qui a été recensé que des gens que ça ne fonctionne absolument pas, aucune des approches ne fonctionne, il faut en trouver d'autres. Donc, qui essaie de trouver une autre façon? Fait que vous comprenez, c'est pas juste dire il y a une façon de faire, c'est quelles sont l'ensemble des façons de faire pour une question, ou l'ensemble des réponses possibles pour une question, puis comment on peut guider les gens à prendre des décisions et agir en fonction de ces informations-là. Donc, eux, ils ont une approche qui est très large, qu'on voit peu en éducation. Euh, pour vous dire, c'est pas juste depuis l'Internet, là, comme je disais tantôt, là, la Campbell, Cochrane ou Campbell, je ne me souviens plus, mais une des deux, là, v'là 150 ans, faisait des recensions systématiques de la littérature. Et là, c'était pour une question, il pouvait prendre jusqu'à 2 ans avec une équipe qui allait voir tous les articles qui existaient, qui avaient été publiés dans le monde sur un sujet X pour dire voici l'état des connaissances en date d'aujourd'hui. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, avec le numérique, on peut aller beaucoup plus vite et on peut surtout réutiliser, accéder aux documents plus facilement et aller plus vite. Euh, donc, ce que je disais tout à l'heure, en combinant les résultats de plusieurs études à l'aide d'une méthode explicite et reproductible, on peut ainsi estimer l'effet d'une intervention avec une plus grande fiabilité et une plus grande précision et ainsi réduire au minimum l'effet des biais ou des erreurs systématiques pouvant s'immiscer dans des études primaires. Donc, voyez-vous, on cherche à avoir le portrait global puis trouver les grandes orientations sur lesquelles on peut se fier. Euh, Ils apportent une nuance importante, c'est-à-dire qu'une revue systématique peut inclure ou non une synthèse quantitative des résultats qu'on appelle des méta-analyses. Fait qu'autrement dit, une revue systématique de la littérature, ce n'est pas nécessairement une méta-analyse. Il existe des données qui ne sont pas des données quantitatives, qui ne peuvent pas être assemblées ou utilisées pour faire une méta-analyse, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas les additionner, les comparer, ces données-là, quantitative que c'est pas une revue systématique. Je veux dire, si il y a juste une personne ou quelques chercheurs qui se sont intéressés non, je vais vous donner un exemple. Euh, non, ok, je reviens tout à l'heure. Je veux pas aller trop vite, mais ce que Karine Latulippe, notre collègue, nous disait, c'est que par rapport à la revue systématique de la littérature, là, ça c'est comme l'idéal, comme depuis tantôt ce que je dis, vise à identifier toutes ou presque les données disponibles de façon rigoureuse pour répondre à une question précise sur un sujet donné en utilisant un ensemble d'étapes pour diminuer les risques de biais. Parce qu'il existe aussi des biais, là, même dans les domaines, là, même dans les revues de littérature des fois. Ce qui différencie de façon importante toutes les étapes, là, puis je ne veux pas revenir sur chacune des étapes, c'est que en amont, quand on fait une revue systématique de la littérature, on va avoir une équipe de projet. C'est eux qui vont faire comme toute l'assurance qualité puis qui vont orienter ce travail-là. Fait que c'est pas une personne, mais un ensemble de personnes. Puis, il va avoir aussi, dans la réalisation, il va avoir aussi interpréter les résultats, établir des conclusions, évaluer les biais de divulgation, évaluer le niveau de preuve. Mais il va avoir un travail, une couche de réflexion une fois qu'on a l'ensemble des données. Voilà. Fait que ça, c'est important. Là, on est loin du travail de recherche, là. Mais vous comprenez que si on tend vers ça, on va s'aider en éducation. Puis moi, je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu des revues systématiques de la littérature en éducation? Vous pouvez répondre dans le clavardage là, pendant que je bois ma gorgée d'eau.
Moi, ce que j'observe pour regarder ça depuis quelques temps, en éducation, on fait beaucoup de revues de littérature. Fait que c'est une synthèse assez large qui a une méthodologie non standardisée, des stratégies de recherche. Ça, on voit ça. Le mot systématique est souvent utilisé pour désigner une recherche documentaire, rigoureuse, structurée, organisée, même si on n'a pas cherché à réduire les biais. Autrement dit, on voit apparaître dans les termes, les gens disent, j'ai fait une revue systématique, mais c'est rigoureux, mais on n'a pas nécessairement cherché à éviter les biais. Puis c'est souvent pas transparent, reproductible et réellement, donc c'est pas réellement systématique, au sens de ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. On fait peu de revues de littérature systématisée. Puis un autre, pourquoi on est dans cette posture-là, c'est que il est difficile pour les chercheurs de déterminer le ou les types de revues de littérature systématisées avant même d'amorcer les projets de recherche, étant donné que nous n'avons pratiquement aucune idée de ce qui existe comme données disponibles dans les publications. Ça, c'est ce que je constate, puis c'est un peu l'hypothèse avec laquelle je travaille depuis un bout de temps, c'est-à-dire que comme chercheur, on ne sait pas ce que la littérature nous dit. On ne sait pas ce que la littérature en sciences d'éducation a comme information ou à peu près pas. Parce que les publications ont lieu, sont faites, puis c'est très bien, sauf qu'il n'y a pas on n'a pas de passerelle, puis on va pas faire ces revues systématiques-là, on retourne pas par des processus de recherche documentaire pour savoir ce qui existe. Mettons, je vous donne un exemple, il y a des gens qui se lancent dans des méthodes de recherche, puis ils vont dire, moi, je vais aller faire une méta-analyse sur un sujet X. Oui, mais est-ce qu'il y a des textes là-dessus? Est-ce qu'il y a de la littérature? Là? Est-ce qu'il y a des textes qui te fournissent des données pour faire une, ouais, une méta-analyse, pardon? On le sait pas, ou à peu près pas. Donc, ça me ramène à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant de faire une revue, il faut avoir un processus de recherche documentaire qui est solide. Mais si on a un processus de recherche documentaire qui est solide et qui est reproductible facilement, là, on va commencer à parler, puis on va pouvoir développer des revues de littérature systématisées. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Là, j'ai comme fait je suis parti de la recherche documentaire, puis je suis allé jusqu'à la revue systématique. C'est comme l'idéal à atteindre. Mais si on n'a pas la recherche documentaire solide, on n'est pas capable de faire ce bout-là. Je ne sais pas si c'est clair. Vous avez des questions, des commentaires? Je vous ai-tu perdu? Bon, OK, je continue. On y arrive. Oups. En éducation, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire évoluer notre domaine? Éviter de refaire ce qui a déjà été fait, les bonnes ou les mauvaises choses, parce que des fois, on réplique, des fois, on a des idées, puis on dit, ah, je vais essayer ça, mais si on ne sait pas si ça a peut-être déjà été essayé, puis c'était mauvais. Ce qu'on peut faire dans le cadre de nos études universitaires, moi, ce que je dirais, c'est que tout ce qui est question à développement, tous les premiers types de travaux, on peut tendre en faisant une bonne recherche documentaire, mais à partir de l'essai, du mémoire, on peut déjà commencer à travailler tendre vers des recherches, des revues systématiques. Puis évidemment, pour une thèse, un projet de recherche, pour moi, on doit absolument le faire. Mais surtout à ces niveaux-là, il faut réduire les biais, avoir un souci de transparence et de reproductibilité. Euh, Si on fait une systématisation une autre utilisation du mot système, de la recherche documentaire, si on essaie de la rendre rigoureuse, puis on reprend les étapes, ben, il y a toutes les étapes là, qui étaient proposées là, pour la, la revue de littérature systématisée. Ben, on a l'amorce du projet, la planification, la réalisation, et ainsi de suite. Euh, donc, l'idée, c'est de travailler avec une équipe de travail, mais minimalement, ça pourrait être avec le professeur et un étudiant, se faire un échéancier, et ainsi de suite, puis utiliser une méthodologie pertinente. Et là, celle que je privilégie, c'est la méthode EPI, qui est une méthode qui est reconnue dans le domaine de l'éducation. Il y a un centre, EPI, c'est Evidence, j'oublie tout le temps, là, mais c'est l'approche fondée sur des pratiques fondées sur des évidences, là, autrement dit, sur des données probantes. Développer une question de recherche, ça va. Et je vous donne un exemple des questions de recherche que dans une recension systématique qu'on a fait un processus de recension, on s'intéressait au comodal. Fait que voici les questions avec lesquelles on veut travailler ou on veut des réponses. À partir de là, on commence à travailler.
Ce qu'il faut faire attention ici, il faut aussi faire une liste préliminaire de critères d'éligibilité. Donc, on va viser des documents revus par les pairs. Faire attention à ce moment-ci d'éviter des périodes de temps trop courtes. C'est souvent, on dit, ah, je vais prendre les 5 dernières années. Oui, mais si ta question de recherche a été étudiée il y a 15 ans, les réponses obtenues, c'est pas parce que c'est il y a 15 ans qu'elles sont pas bonnes. Et si tu cherches dans les 5 dernières années, tu n'auras peut-être pas de réponse. Fait que moi, je dis toujours, allez voir de façon plus large, puis à un moment donné, on va arriver à dire, ah, c'était v'là 15 ans, bon, ben, peut-être qu'on va cibler v'là 15, de 15 à v'là 15 ans jusqu'à v'là 10 ans, mettons. Je vous donne un exemple. Donc, dès le départ, mettez-vous pas une marge de temps. Les décisions se prendront quand vous aurez les données devant vous. Viser des documents évalués par les pairs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des revues publiées dans des revues savantes. Planifier, sélectionner une base de données. Euh, En éducation, il y a des bases de données qui sont plus importantes que d'autres. ERIC, Éducation Source, Teachers Reference, Cairn, Érudit, français, anglais. Ça, je vous dirais, allez voir une bibliothécaire ou parlez-en avec le professeur. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Si vous vous intéressez à l'enseignement supérieur, il y a des revues en domaine de la santé qui peuvent être incluses ou pas. Donc, voyez-vous, puis ça peut déjà à plus petite échelle, on peut dire je travaille avec une base de données, puis si on a du temps et des ressources, on essaie de grossir le nombre de bases de données. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que si vous vous branchez pour accéder à une base de données via une bibliothèque, mais selon les universités, ils n'ont pas accès à toutes les mêmes revues, donc les données peuvent, pour la même requête dans la base de données ERIC, si je la fais à la TÉLUQ ou si je la fais à l'Université de Montréal, ça se peut que j'ai des différences dans les résultats. Fait qu'il faut bien voir où est-ce qu'on s'est connecté pour pouvoir reproduire le processus. Ensuite de ça, ben, identifier les termes à utiliser. Et là, il y a un travail qui peut être fait, puis c'est aller voir dans la référence. Il faut tester des termes, là. Les termes en français et en anglais. Dans le cas ici, c'est le comodal, mais il y avait plein de termes qu'on pouvait utiliser, mais on s'est dit, on ne peut pas tous les utiliser, ça ne fait pas de sens. Fait qu'on on fait un travail qui, euh, on va en choisir. Parce que si on était une revue de littérature systématisée, on les testerait tous, puis on les utiliserait tous. Mais là, on n'a pas les moyens. Donc, on va cibler certains termes. Puis pour vous aider à trouver les termes, il y a des thésaurus dans certaines bases de données qui sont utiles. Et faut regarder les mots-clés dans les articles. Et ces mots-clés-là, dans les articles, je vous le dis, ce ne sont pas toujours les mêmes mots-clés dans les bases de données. Fait qu'il faut aller en voir quelques-uns. Ensuite de ça, ben, vous construisez vos blocs de termes, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple ici, la première ligne, ben, si vous vous intéressez au comodal en enseignement supérieur, ben, vous allez vérifier tous les termes comodal et avec des opérateurs booléens et enseignement supérieur. Euh, Sophia, avec les ententes interuniversitaires, c'est possible d'accéder à plus de documents par cette voie via la TÉLUQ. Accéder aux documents, c'est une chose, c'est les trouver dans les bases de données. Donc, autrement dit, dans ta base de données, quand tu creuses via la connexion de la télé, tu vas avoir des résultats, mais si le document n'est pas accessible là, tu peux l'avoir par entente ailleurs, là. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est juste que quand tu cherches dans ERIC, par exemple, à la TÉLUQ, puis si tu cherches dans ERIC à l'Université de Montréal, tu peux avoir des différences. Voilà. Donc, je reviens à mes blocs de termes. Donc, bloc 1, bloc 2, si je m'intéresse au co-modèle en enseignement supérieur, je pourrais aller plus loin. Dans une autre extension, on s'est dit le plagiat et la tricherie en formation à distance en enseignement supérieur. Fait que là, on va jusqu'à 3 blocs. Enseignement explicite, formation à distance primaire et secondaire. Voyez-vous, on crée des blocs de termes qu'on va assembler pour faire nos requêtes. Et là, quel terme choisir? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voyez-vous, là, on les a tous testés dans ce cas-ci, pour le plagiat et la tricherie. Voyez-vous, on voit, si je teste, je prends la première ligne, academic cheating, si je vérifie si dans la base de données ERIC et je rentre ce terme-là dans le titre, ben, ça sort 27 fois. Il y a 27 références qui l'ont. Puis là, voyez-vous, on a différents chiffres qui nous montrent quels sont les termes qui sont les plus utilisés dans les bases de données pour catégoriser les articles. Donc, nous, dans cette recension-là, ce qu'on a fait, on a utilisé le terme cheating. Voyez-vous, il est tout en grisé dans les deux bases de données, ERIC et Éducation Source. On a utilisé integrity, puis on a utilisé plagiarism. C'est les 3 termes qu'on a utilisés dans la base de données ERIC, puis dans voyez-vous, c'est différent un peu dans celle d'Éducation Source. Les autres termes, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est qu'on n'a pas le temps et on n'a pas les ressources de le traiter.
Comprenez? Fait que l'idée, c'est vraiment de cibler puis de déclarer où est-ce qu'on a cherché. Puis si quelqu'un veut compléter, il peut aller chercher dans les compléments. Euh, Bon, si on prend la base de données, voyez-vous, on faisait nos requêtes avec les résultats. Dans Eric, on avait 619 articles. Dans Éducation Source, on en avait 685. Si on a rajouté des critères d'inclusion qui, je pense, étaient les 10 dernières années, et des revues, voyons, des articles revus par des pairs, voyez-vous, on arrivait à des chiffres un peu plus petits. Mais tout ça évolue aussi, mais ça vous donne une idée. Euh, On a aussi fait, depuis le temps, on a développé un quatrième bloc qu'on va utiliser, c'est-à-dire le bloc revue méta-analyse. C'est-à-dire que si je prends, mettons, la dernière ligne, enseignement explicite, formation à distance primaire et secondaire, mais est-ce qu'il y a déjà des revues, des méta-analyses qui ont été faites sur le sujet? Peut-être que oui. Si oui, ça répond peut-être déjà à nos questions. On n'a pas besoin de tout faire le travail. Donc, on va vérifier s'il y a des revues puis des méta-analyses. Si oui, tant mieux. On va travailler avec ça. Ça répond peut-être à nos questions. Si ça ne répond pas, bien, on l'enlève, le bloc 4, puis on travaille avec les autres. Euh, Ensuite de ça, on fait un interjuge. Donc, c'est le tri. On choisit deux personnes qui nous disent oui. Là, il y a un mode qui dit, si on cherche des sources en français, est-ce qu'on doit tout de même faire les recherches sur les bases de données avec des mots-clés en anglais? Non, si vous cherchez des textes en français, je vous dirais en éducation, Kern et Érudit sont des bonnes bases de données en français. Parce que Eric, il n'y a presque rien en français, puis Teacher Reference, il n'y en a pas vraiment non plus, mais il y en a un petit peu, là, mais c'est marginal. Mais moi, je me dis, quand on choisit les termes en français puis les termes en anglais, on peut aussi bien les combiner quand on fait nos requêtes. Voilà. Puis ça, pour faire les requêtes, là, vous pouvez demander à un technicien à la bibliothèque qui va vous aider. Ils sont très bons là-dedans. Donc, je vois le temps qui file, là. Donc, on réalise, puis là, on va utiliser des logiciels comme Zotero ou même, ouais, c'est ça, Zotero. Et on peut tout, ce qui est le fun avec Zotero, c'est qu'on travaille dans la base de données. Puis quand on a trouvé les références, on exporte les références de la base de données, mettons Eric, vers Zotero. Et là, on peut jouer, faire l'interjuge directement dans Zotero. On peut trier, accéder aux ressources. Et voyez-vous, là, ça, c'est un processus qu'on est capable de faire. À la fin, on peut dire, ben, j'ai consulté 4 bases de données. Quand j'ai tout mis ça en commun, j'en ai éliminé des doublons dans Zotero. Ça permet de faire ça. Il me restait 653 documents à évaluer. On a fait un interjuge. Bon, je vous dirais que dans un travail de recherche, on n'a pas besoin de faire ça, comme de faire de l'interjuge, mais quand on est capable de le faire, on le fait. Donc, j'en ai éliminé 505, il m'en restait 148. 148, à ce moment-là, je suis allé chercher les documents pour aller plus loin. Il y en a un que j'ai jamais été capable de mettre la main dessus, donc il en reste 147. 147, j'ai commencé à les lire de façon approfondie. J'en ai éliminé 82, puis à la fin, il m'en restait 66 à partir desquels j'ai tenté de répondre aux questions. Fait que voyez-vous, on a un processus de recension, de recherche documentaire qui est rigoureux et toutes les décisions sont documentées. Un autre exemple, si on a des documents qui viennent du champ gauche, on pourrait dire, vous connaissez un livre ou un rapport qui a été fait par des auteurs sur le sujet qui vous intéresse, mais vous pouvez aller voir toutes les références qu'il y a dedans, puis vous faites un autre processus, vous dites, ben, j'ai trouvé un ensemble d'autres références qui, à mon avis, viendraient compléter ma base avec laquelle je voudrais répondre aux questions, parce que ça peut arriver qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Rédaction. Et une fois qu'on a toutes les données, c'est là qu'on peut mettre à plat toutes les informations qu'on a trouvées, les données qui viennent de notre recherche documentaire. Et là, on est capable de voir c'est quoi le type de revue qu'on peut faire. Est-ce que j'ai besoin de faire une petite revue rapide pour trouver c'est quoi les principales conclusions? Est-ce que j'ai suffisamment de recherche quantitative qui me permettrait de faire une méta-analyse? Voyez-vous, on est capable de choisir notre type de revue à partir de là, mais la base de la décision se prend une fois que la recherche documentaire elle est faite. Et là, on peut aussi utiliser des approches. Là, il y a des orientations, le niveau de preuve. Mais il faut faire attention avec ça, le niveau de preuve, parce que c'est pas toutes les études, je vous donne un exemple, c'est pas toutes les études qui mènent toujours à un niveau où on va essayer de faire un groupe comparaison avec un groupe cible. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui vont prôner l'enseignement explicite ou l'enseignement efficace.
il y a des études, c'est très clair que les études qui montrent que le travail les gens qui utilisent l'enseignement explicite, quand dans leur classe, on compare les résultats de leurs élèves versus d'autres classes qui ne l'utiliseraient pas. Ça, c'est des études qui nous montrent, selon les niveaux de preuve, on dirait, ben, c'est un niveau de preuve qui montre que c'est efficace, oui. Mais si on s'intéresse, il y a des études qui s'intéressent aussi à savoir pourquoi les enseignants n'utilisent pas l'enseignement explicite. Donc, on est dans des recherches peut-être plus qualitatives ou on est peut-être dans des recherches exploratoires. On n'aura jamais un groupe comparaison, tu sais, qui dirait on va comparer les enseignants qui nous répondent avec les autres qui nous répondent pas. Comprenez-vous? Fait qu'on peut pas juste avoir cette optique-là de la pyramide là, qui est au centre du niveau de preuve en sciences. Donc, puis c'est pas parce que il y a une méta-analyse qui est qui, selon cette pyramide-là, est en haut, que c'est pas parce que c'est une méta-analyse que c'est mieux que les autres. Il y a des mauvaises méta-analyses qui sont faites. J'ai déjà vu une méta-analyse faite à partir de 4 articles, là, dont 2 qui portaient pas sur le sujet directement. Fait que ça fait pas de sens non plus. Fait que ce que Karine Latulippe propose, c'est de parler de l'ensemble. Ben, pas juste elle, mais elle travaille dans l'optique de dire qu'il faut voir l'ensemble de la preuve. Est-ce que c'est des recherches solides et qu'est-ce qu'on en comprend? Que ce soit dans une optique, euh, peu importe le type de revue qu'on veut voir, si on le fait bien, puis c'est avec des bonnes données, bon, des bons textes, on va être capable d'arriver à des résultats fort intéressants. Et ce qui amène avec l'idée de données probantes, Karine Latulippe propose c'est pas elle qui, elle dit, si on lui pose la question, elle va nous dire c'est pas moi qui propose ça, mais dans le domaine de la santé, ce qu'ils comprennent, c'est que les données probantes, il y a des données qui sont liées à, euh, bon, je reviens. En éducation, si on veut avoir une pratique de basée sur les données probantes, il y a 4 types de données. Il y a le savoir contextuel, donc est-ce que c'est dans un petit groupe, un grand groupe, l'école, milieu culturel, peu importe. Il y a les savoirs d'expérience des praticiens, c'est-à-dire qu'est-ce que les enseignants pensent. Ah, moi je le sais, on devrait faire ci. Ah, moi je le sais, on devrait faire ça. Bon, on est dans cette logique-là. Les savoirs d'expérience des personnes concernées, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on sait sur les étudiants ou les élèves qui ont à vivre dans ce contexte-là et avec ces enseignants-là. Donc, c'est la boucle mauve. Mais tout ça, c'est des savoirs qui sont pas inintéressants, qui sont essentiels, mais ce ne sont pas des données probantes. Pour que ça devienne des données probantes, il faut que il faut qu'ils passent par la moulinette des savoirs scientifiques. Autrement dit, si on a un article qui dit, moi, je suis allé voir tous les enseignants pour savoir comment ils résoudent ce problème-là, avec une méthodologie rigoureuse, puis c'est revu par des pairs, puis que c'est publié, bien là, le savoir des expériences des praticiens devient du savoir scientifique, et ça peut venir alimenter les pratiques. Autrement dit, pour pouvoir faire s'appuyer sur des données probantes, il faut s'appuyer sur des données de savoir scientifique et les mettre en relation avec les autres types de savoir. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, là, mais on ne peut pas juste partir de ce que les gens pensent, ce que les gens disent ou selon le contexte. Il faut aussi aller voir les savoirs scientifiques. Puis les savoirs scientifiques, comment on y accède? Par la recherche documentaire. Mathieu Maraba, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la révision par les pairs et comment reconnaître un article qui a été évalué selon ce processus-là? C'est une très bonne question. L'idée, c'est qu'un texte qui est publié dans une revue, quand moi je soumets un texte à une revue scientifique, il y a habituellement 2 personnes qui vont le lire de façon anonyme, qui vont me faire des commentaires, qui vont dire oui, on accepte ce texte-là, non, on le refuse, il faut que tu le révises ou on le refuse carrément. Et quand il a passé ce cycle d'évaluation-là puis qui a été approuvé, il va être transformé pour devenir un article qui va être publié dans la revue. Donc, on dit que c'est une revue qui a des articles revus par des pairs. Puis ça, les revues scientifiques, ils se déclarent, en allant sur le site de la revue, on le sait si c'est une revue ou pas, ils le déclarent. Puis les revues scientifiques sont publiées dans les bases de données scientifiques accessibles à la bibliothèque. Fait que ça, c'est la bonne façon d'aller chercher les bons documents, c'est passer par les bases de données à la bibliothèque et vous allez pouvoir accéder. Puis dans les critères de sélection, dans les moteurs de recherche, on peut dire, garde-moi juste les références revues par les pairs. Et là, ils vont nous faire la discrimination. Fait que le processus de révision par les pairs, ça veut dire mes collègues dans le même domaine jugent si ce que j'ai fait comme travaux et ce que j'ai comme résultat est bon ou pas. Euh,
Ouais, Sophie, elle montre bien là, que certaines revues, là, qu'il faut faire attention, mais on les connaît, ces revues-là. Euh, donc, quand on a tous les informations, ben là, on peut tomber dans la partie de synthèse, puis on peut faire l'analyse. Et là, on peut même jouer avec différentes choses, là. Ça, c'est les informations qu'on peut essayer qu'on peut colliger dans les articles, là. Tu sais, exemple, c'est quoi la question de recherche, c'est quoi le type d'étude, c'est quoi la durée d'étude, et ainsi de suite. Donc, on peut tout faire, ramasser ces informations-là, mais on est capable de le faire, de bien le faire parce qu'on a une recherche documentaire qui est solide. Euh, Et ce qui est intéressant dans ce que moi je mets de l'avant avec mes collègues, c'est-à-dire rapport de processus de recension, ben, on va faire un rapport qui va dire voici les questions qu'on avait, voici les bases de données qu'on a utilisées, voici les termes potentiels et ceux qu'on a utilisés, voici les requêtes qu'on a fait, quels étaient nos critères d'inclusion. On obtient un schéma Prisma, puis voici les références avec lesquelles on a fait notre analyse. Fait qu'autrement dit, à la fin, il me restait 42 articles pour répondre à mes questions. Il nous restait 42 articles pour répondre à nos questions. Ben, les voici. Donc, si vous voulez répliquer, vous pouvez le refaire. Si vous voulez compléter parce que vous pensez qu'on n'a pas utilisé les bons mots-clés, vous pouvez le faire aussi. Mais ce qui est très clair, c'est que tout le processus de recherche documentaire a été documenté et rendu public et partagé. Ce que ça permet, puis on le rend disponible dans Borealis, Dataverse, ResearchGate, peu importe. Parce que ce que ça favorise, c'est on a de la transparence, on peut reproduire le processus, on peut l'améliorer en ajoutant d'autres bases de données et ainsi de suite. Et on peut l'actualiser au fil du temps. Donc, c'est un étudiant où nous, on veut travailler sur le même sujet dans 2 ans, dans 3 ans, mais on peut reprendre le même filon. On pourrait dire, c'est quoi la comparaison entre aujourd'hui et il y a 4 ans? Comprenez? Fait que là, on a quelque chose qui peut nous avoir un effet levier. Et pour moi, ça rentre dans ce qu'on appelle la science ouverte. Voilà. Je vois le temps que j'ai dépassé de 6 minutes, là. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je termine, là. Euh, Est-ce qu'on va arriver à faire des revues systématiques de la littérature en éducation? À mon avis, oui. Et c'est peut-être même ce que l'INE, là, l'Institut national d'excellence en éducation, pourrait faire. Donc, je pense qu'il faudrait, eux pourraient le faire, mais nous, à notre échelle, comme dans une université, quand on est dans des travaux de 2e cycle, on peut tendre vers ça et on peut, notamment par systématiser nos processus de recherche documentaire et en misant sur une approche ouverte pour le bien collectif, mais on peut s'aider, là. Autrement dit, on n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois puis de pas de tout refaire les recherches documentaires des fois, les actualiser, oui, mais tu sais, s'il y a 2 ou 3 personnes qui travaillent sur la même recherche documentaire à peu près dans la même période de temps, ben pourquoi pas travailler ensemble ou travailler avec les mêmes bases, là. Fait que c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a été utile. Puis là, je pourrais prendre les dernières questions et commentaires.